Bonsoir à tous, bienvenue dans notre compagnie pour un nouveau numéro de Parlons Carcassonne 13 en direct du siège du club. Les équipes carcassonnais ont brillé ce week-end puisque Carcassonne 13 et les U19 sont allés s'imposer à Avignon et le VAR a signé également une double victoire avec l'équipe 1 qui s'est imposée à Ille-sur-Tête et la réserve qui est venue à bout du 13 Laurentin. Pour faire le tour d'actualité du club, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Jean-François Albert, qui est le coordinateur de l'ensemble des entités du club, Michel Rouanet, qui est un des présidents du VAR, et Clément Boyer, qui est l'une des nouvelles recrues de Carcassonne 13. Bonsoir messieurs, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Jean-François, dernièrement a eu lieu la signature d'un protocole d'entente entre l'Académie, Carcassonne 13 et le VAR. Quel est l'objet de ce protocole ? C'est d'essayer de mettre le plus en cohérence possible la politique sportive. Ça se situe au niveau des jeunes cette convention qui a été signée dernièrement? Oui, mais aussi au niveau des grands aussi, dans le sens où l'idée c'est d'avoir la déclinaison la plus parfaite possible, on va dire, entre élite 1, élite 2, DN et école de rugby derrière. Donc l'intérêt c'est d'essayer de mettre en place toutes les passerelles possibles, de façon à ce que ça dynamise d'une part le rugby sur le territoire et que ça permette aussi forcément à un moment donné, puisque si on fait un peu plus de nombre, d'avoir encore un peu plus de qualité et déceler le plus rapidement possible les nouveaux joueurs de demain, quoi. D'accord. Et de mutualiser en fait les moyens des uns et des autres. Mutualiser aussi les moyens des uns et des autres. La proximité géographique, elle invite au rapprochement. Après voilà, il faut que chacun effectivement maintenant travaille le fameux protocole. Travaille à faire tourner cette nouvelle entité, cette nouvelle entente. Michel, vous êtes l'un des historiques du VAR, j'allais dire, puisque vous partagez le fauteuil de président avec Ludovic Gambier et Roger Aguera. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu l'histoire de ce club qui est né de la fusion de deux clubs, en fait, Villegayen et Aragon? Villegayen et Aragon, oui c'est vrai, ça remonte déjà à quelques années. Qui étaient deux entités, elles par contre différentes. Différentes, c'est vrai. Il y a 30 ans de cela qu'on avait créé le club à Aragon. Puis bon, évidemment qu'un petit village, on n'a pas pu évoluer tout seul. On s'était rapproché dans un premier temps avec Pelotier. Ensuite ça a été Villegayen. Pelotier n'a pas souhaité continuer l'aventure. C'est Villegayen, on s'est tourné tout naturellement vers eux. Nous avions été réserve de Villegayen à l'époque aussi, puis les choses étant ce qu'elles sont devenues, nous avons fusionné les deux clubs. Ça remonte à quand la fusion? La fusion remonte à 2010, non? Certainement avant. Avant, ouais. Avant, oui. Je n'ai pas la date exacte, mais bon. C'est quand même un beau et long mariage. Certes, oui, c'est un beau mariage. De toute manière, c'était aussi un mariage de raison. Hein. Il faut s'en rendre compte. On s'aperçoit que tous les clubs, quand on avait débuté en 1985... C'est de ce qui vient de se faire finalement avec Carcassonne 13, quoi, pour mutualiser les... Tout à fait. Les effectifs et les moyens. Pour élargir sur tout le territoire trésiste. Quelle a été la progression de l'équipe jusqu'au niveau où elle est maintenant? Nous sommes partis du plus bas niveau. Par palier? C'est-à-dire la fédérale. Oui, la fédérale avec Aragon. À cette époque-là, Villegayen était en nationale. Et puis nous avons franchi tous les paliers. Pratiquement, on a passé 3-4 saisons en montant tous les paliers et nous sommes arrivés, maintenant nous sommes installés depuis quelques années maintenant en élite 2. Et au début ça nous a fait un peu peur évidemment parce qu'on ne connaissait pas tout ce challenge, tous ces efforts qu'il fallait faire. Et puis maintenant on s'aperçoit que tous les dimanches il y a de très grosses équipes. Cette année je pense que c'est encore plus fort qu'auparavant. Les deux premiers matchs ont confirmé ce que je dis là. Il y a eu un titre en 2018. Oui, un doublé. Oui. Un doublé. Il y a eu un titre, oui. L'année après, il y a eu un champion de France. Et puis une finale malheureuse à Barreau, où malheureusement il y a eu des débordements que voilà. En quantité d'effectifs, ça représente quoi le VAR? Au niveau de l'équipe élite, enfin élite 2 donc? Élite 2, nous sommes à 26 éléments. Voilà. Et nous avons évidemment, il faut parler aussi de notre équipe réserve qui tourne avec 22 éléments pour l'instant. Il y a quelques-uns qui souhaitent nous rejoindre, mais bon. Et l'école de rugby, les Marcassins? L'école de rugby se structure avec, sous la houlette de Roger Aguera, qui comprend maintenant une quinzaine de jeunes, mais qui demandent qu'à
qui a profité justement de l'expérience, puisque nous ont rejoint Tyrone Poe et Telly Pello, et Jason Ardoul aussi. Voilà. Et nous espérons faire fructifier cette école de rugby qui, tu en as parlé tout à l'heure, a fait, je ne dirais pas une fusion, mais une entente avec l'académie, et qui sera bénéfique et pour les uns et pour les autres. D'accord. Clément, à 27 ans, vous êtes quand même un joueur d'expérience, puisque vous avez déjà une longue carrière derrière vous. Vous avez plus de 150 matchs sous le maillot de Toulouse, dont beaucoup à Championship. Pouvez-vous revenir sur ce parcours rugbyistique? Où est-ce que vous avez démarré? Où est-ce que vous avez fait vos premiers pas pour le grand public qui vous connaît peut-être un peu moins sur Carcassonne? J'ai commencé à côté d'Alpi, à Puygouzon. Justement que je deviens le parrain de l'école de rugby samedi. Donc je suis très fier. Ensuite, je suis parti sur l'école de rugby de Villefranche d'Albi. Et ensuite, j'ai passé une année junior à Albi quand ils sont montés en Elite 1. Et ensuite, je suis parti sur Toulouse, pour cette formation. J'ai passé une 9 années à Toulouse avec une petite équipe. Nous sommes montés quand on était champion de France avec 15. On a eu 6 mois de battement. Moi, je suis parti faire une expérience en Angleterre. Vous avez fait une pige, j'allais y venir tout à l'heure. Hein. Voilà. À Halifax. Hein. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça, Halifax. Et vous avez fait un petit crochet à Albi aussi, je crois, non? C'est avant. Voilà, en fait. c'est ça. Voilà. C'est avant. Je suis d'abord passé à Albi, ensuite à Toulouse. Et pourquoi cette parenthèse à Halifax? Vous recherchez autre chose ou c'est parce qu'il y avait un peu de temps? J'ai cherché une expérience avant de me frotter un peu à la Ligue 1, qui allait être un championnat assez relevé. Enfin, surtout qu'à l'époque, on avait une équipe assez jeune. Donc moi, je voulais une expérience à l'étranger. Sylvain Maurice m'a donné l'opportunité de partir à Halifax, de pouvoir faire 3 mois dans ce classe en fait. Ouais. Et enfin, c'était une super expérience que je ne regrette pas et j'ai gardé de très bons contacts avec eux, toujours de bons amis. Mais c'est le lot un peu, je crois, de tous les joueurs qui sont allés même ponctuellement pour des petites, sur une petite durée, mais qui ont gardé une belle expérience. Ouais, c'est ça. Et ensuite, vous aviez décidé de vous engager pour Ottawa, avant que je ne dis pas le projet d'Ottawa, peut-être, mais avant que la compétition soit mise en sommeil à cause de la situation sanitaire. Hein. Et là aussi, pourquoi cette décision? Pour changer d'air Oui, alors que vous étiez dans une équipe qui était quand même en phase ascendante, Toulouse, la preuve, ils l'ont prouvé cette année. Oui, tout à fait. Ça fait 9 ans que j'étais à Toulouse. J'aime bien le nouveau challenge, j'avais besoin d'un nouveau challenge, de voir autre chose. Donc Ottawa m'a permis. Laurent Fressinos peut-être aussi. Oui, j'ai eu Laurent Fressinos qui. Parce que c'est lui qui était prévu de diriger cette équipe-là. Hein. Tout à fait. J'ai eu de bons échanges avec lui. Et je devais partir sur ce nouveau projet qui était quand même assez excitant sur le papier. Donc voilà, c'est pas fait à cause du Covid, ce qui est vraiment dommage. Mais, et où est-ce qu'il en est ce projet mental? C'est vraiment abandonné ou ce n'est que... Aujourd'hui, j'ai appris qu'apparemment ils allaient quand même partir. Donc après, je ne sais pas dans quelles circonstances, parce que ça va être compliqué avec les voyages. A priori, ils joueraient tout le temps en Angleterre, mais je ne ferai pas partie pour l'instant de l'équipe. S'ils ne font pas les voyages au Canada, enfin, moi ça m'intéresse beaucoup moins, autant les jouer en Angleterre. Ouais. Oui, c'était bien de s'immerger à la limite, de voir une autre culture, un autre contexte. Jean-François, maintenant que toutes les entités du club là, ont démarré leur saison, quel regard vous portez sur ce démarrage? Sportivement parlant et comptablement parlant, il est plutôt excellent, que ce soit la réserve junior ou la première. La réserve un peu d'avance, j'allais dire, parce qu'elle a fait 2 matchs, 2 matchs, dont un qui était quand même annoncé compliqué, parce que les 2 étaient compliqués finalement, parce que 2 déplacements à enchaîner, que ce soit Entraigues, dont on sait que c'est la réserve d'Avignon et qu'elle est quand même susceptible d'être renforcée souvent, et Hille qui fait partie, j'allais dire, des anciens nouveaux prétendants, et qui fait partie de cette espèce de nébuleuse catalane maintenant, puisque tout le monde veut jouer en Elite 2, donc il y a des équipes partout, avec des joueurs qui ont quand même des noms extrêmement prestigieux et des palmarès éloquents. Donc je pense que vraiment, je pense que Michel me rejoindra, hein, c'est quand même 2 vraies performances qui viennent d'être enchaînées, 2 victoires à l'extérieur. Non. Dimanche c'était à domicile. À domicile, mais Entraigues c'était une vraie performance, parce que tu démarres une saison loin de tes bases, j'allais dire, puisqu'Entraigues c'est n'est plus long de déplacement. Tu arrives là-bas, tu arrives à gagner.
tu confirmes contre I, dont on sait que les ambitions de I sont colossales cette saison, même si le match a été certainement étriqué, hein, j'ai pas vu le match, mais le match, ça a été juste, mais bon. Le match, il est... saison, on peut très bien le perdre. Voilà, Oui, le match, il est... Vous marquez la dernière, oui. sur le dernier temps de jeu. Il est forcément étriqué, mais c'est 2 victoires. Et sur la première sortie du groupe élite, des groupes élite, U19 et senior, on fait carton plein d'Avignon, c'est pareil. On était complètement dans une forme d'inconnu avec les U19, puisque ça fait trop longtemps qu'on ne les a pas vus jouer. On en avait parlé, hein, on sait tout le travail qui avait été fait en amont. Pour autant, il n'y a rien qui remplace le match. Sur le 19, si vous voulez, tout à l'heure. Voilà, donc ça c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment un super début d'après-midi. Sur la première, on savait où on allait. La partie a été vraiment conforme avec ce qu'on attendait. L'équipe d'Avignon qui se connaît très bien, qui joue depuis longtemps ensemble, qui est encore peut-être pas tout à fait au complet devant. Nous, on arrivait avec un paquet un peu plus costaud qu'eux. On se disait bien qu'à un moment, la décision se ferait. On a fait le choix de faire aucun match de préparation en amont. Donc il y a eu forcément un petit peu de réglage à trouver. Pour autant, les joueurs, et on a retrouvé ce qu'on avait vu quand même beaucoup dans la saison régulière de l'année dernière, de la régularité, des bonnes attitudes dans le comportement, ce qui a fait qu'à un moment, quand le match, quand le pompon est passé, on l'a saisi relativement facilement. Donc ça c'est plutôt un très bon signe quand on voyait l'équipe, même si, et Clément le sait très bien, ils en ont parlé déjà avec les coachs, ils ont vu, il y a beaucoup de choses à régler, on est bien d'accord. Mais pour autant, l'équipe elle est là, elle a la tête froide et elle a su finalement frapper quand l'adversaire y a présenté la joue. Donc ça c'est pas mal. Michel, donc le VAR est désormais l'équipe réserve de Carcassonne 13. Oui. Comment évolue ce rapprochement? Le but, on le comprend, mais comment sont faites les choses je pense que c'est la famille trésiste. Tout le monde se connaît, que ce soit à Carcassonne, les Villegayen, Aragon, tout le monde se connaît, mais il y a toujours des... Il fallait faire le premier pas. Enfin, le premier, on ne sait pas qui l'a fait, mais tu as vu, moi, il y a très longtemps que je souhaitais que ça aboutisse. Ça n'a pas pu se faire plus tôt parce que, voilà, les personnes d'un côté et de l'autre, autant d'un côté comme de l'autre, n'étaient pas favorables. Maintenant, ça s'est fait. Il faut dire que Rémi a été pour beaucoup de choses, Rémi Bertrand. Voilà, on s'est rencontrés, on a discuté, et on a passé pratiquement l'été à se rencontrer pour enfin accoucher de cette réserve. Que dire de plus? Moi, je souhaiterais que évidemment ça se passe du mieux possible. Dans le sportif, je n'interviens pas. J'ai eu l'occasion de le dire déjà aux 2 entraîneurs de la SEC et du VARL. Les petits problèmes, il va y en avoir, il y en aura certainement, mais c'est à eux de les gommer. Nous, en tant que dirigeants, il faut qu'on aille de l'avant, il faut avancer. Parce que le but, à la limite, c'est que les joueurs de Carcassonne qui reviennent de blessure trouvent du temps de jeu chez vous, et que certains de chez vous, à la limite, s'ils font la maille, puissent s'aguerrir à un autre niveau. Et voilà la définition de l'équipe réserve, c'est clair. Est-ce que vous avez des joueurs actuellement qui potentiellement pourraient postuler en équipe 1 il y en aura équipe élite 1. Oui, il y en aura certainement, mais je pense vers la moitié de la saison, parce qu'encore, nous, on vient de passer pratiquement 2 saisons sans jouer. Donc il y a beaucoup de joueurs qui sont en cours de forme. Et les vendages là-dessus. Oui, non, on ne parlera pas des vendages. Mais il y en aura certainement 2-3 qui pourraient le faire, oui. Clément, ça fait plusieurs années, je crois que vous étiez en approche avec Carcassonne 13, puisque votre nom est assez récurrent toutes les intersaisons. Enfin, ça fait un petit moment qu'on entend parler de vous. Pourquoi avoir passé le pas cette année? Bon, peut-être parce qu'il n'y a pas eu Ottawa, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure. Cette année, c'était une saison aussi un peu pour me relancer. Je sais qu'il y a une très bonne structure. Le club cherche à se professionnaliser. Et Fred m'a convaincu à ces aspects-là. Il a été très convaincant. Donc, du coup, je me suis dit que pour une saison, pour l'instant, ça me disait bien de tenter l'aventure. Après, j'ai d'autres projets, j'espère, à partir après, une fois que le Covid sera passé. Mais je pense que le club de Carcassonne... Vous partir avec le club, si le club venait à évoluer comme il l'a. Tout à fait. Voilà, mais pour l'instant, je serais content de ne pas faire partie Vous avez joué Bastien Canet, peut-être il avait vous parlé un petit peu de comment c'était ou... Oui, aussi. Je connais beaucoup de joueurs quand même qui sont ici. On se côtoyait sur le terrain, que ce soit avec Bastien, avec Lucas aussi, Albert. Enfin, voilà, j'ai beaucoup d'amis ici, je sais très bien l'ambiance qui y règne et moi j'aime beaucoup cette
ce genre d'ambiance, c'est quelque chose qui aussi a fait pencher la balance. De l'extérieur, comment vous le voyez, ce club de Carcassonne, avant d'y pénétrer? Quelle image vous en aviez de l'extérieur? Par rapport à ce que vous avez fait par rapport à l'année dernière, je trouve que vous avez beaucoup de professionnalisme, beaucoup de choses qui essayent de se mettre en place. On entend beaucoup parler de l'académie, de Parlons 13 que vous avez mis en place. C'est quelque chose qui attire les regards et qui cherche à évoluer, à faire parler de lui-même. Donc c'est quelque chose que je trouve qui est bien pour le rugby à 13 français. Et moi, c'est quelque chose qui m'attire, c'est qu'un club cherche à évoluer, à progresser. C'est attrayant. Jean-François, tout à l'heure, vous avez commencé à évoquer les U19, donc effectivement, ils sortaient d'une très longue intersaison de presque 2 ans. Donc, ils partaient d'une page blanche pratiquement, avec un effectif assez remanié quand même. Et donc ça a été vraiment la bonne surprise, d'autant qu'il y a eu un score de 52, je crois, à 10, quelque chose comme ça. Ça a été. Oui, une équipe d'Avignon qui, quand même, au niveau des juniors en général, est performante. Tout à fait. Le score final, il est somme toute un peu flatteur, puisque jusqu'à la mi-temps, on est dans un mouchoir, on est 12-12 pendant un moment. Il y a eu le temps de faire la décision. Donc, ce qui est plutôt vraiment très intéressant, c'est que l'état d'esprit qu'on voit depuis vraiment plusieurs semaines, voire plusieurs mois pendant la phase de préparation, c'est celui qu'on a retrouvé dimanche. Et ça, c'est plutôt assez rare en fait chez les jeunes. Hein. C'est souvent là qu'il y a un problème entre les intentions et la réalisation. Et là, moi, j'étais vraiment très très satisfait de ce groupe-là parce qu'ils ont affiché leurs intentions et leurs ambitions, mais ils nous ont quand même donné à voir. Et ça, c'était bien. Et ils ont même été capables, à un moment, le bateau a un peu tangué. On a pris un essai, on a pris 2 essais, même si on était devant. Et on a vu justement une équipe qui a eu la bonne attitude, qui n'est pas partie en cavalerie, à s'affoler dans tous les sens, mais qui au contraire a recentré un peu le sujet et les débats sur leur jeu à eux. Et ils ont montré qu'ils étaient finalement très supérieurs à cette équipe d'Avignon. Donc ça, oui, parce qu'au départ, là, quand on avait interrogé Teddy Amar, il nous avait dit que finalement, cette saison, du moins ce début de saison, c'était que les joueurs prennent du plaisir, et voilà, et puis qu'ils progressent. Voilà. Et en fait, ils ont pris du plaisir, déjà en appliquant quand même des consignes de jeu, dans des schémas qui étaient déjà appliqués. Je pense qu'ils attendaient peut-être même pas les entraîneurs à ce niveau-là aussitôt. Ouais, je sais pas. Après, moi, la dimension du plaisir, ça m'intéresse beaucoup parce que moi, je pense que même en Super League ou en NRL, il faut prendre du plaisir quand même quand tu joues. Sinon, ça peut devenir très très compliqué quand même. Moi, l'histoire que le rugby, c'est un boulot. Peut-être c'est un boulot, mais la finalité quand même, c'est de se régaler sur le terrain. Hein. Si tous les matchs que tu gagnes, c'est un chemin de croix et que tu te régales jamais, je pense que tu perdras à la finale en fait. Hein. C'est à peu près comme ça que ça marche. Hein. Cet enthousiasme, il faut qu'il y soit. Il est quand même communicatif entre les joueurs. Et je pense que Teddy et Amar ont beaucoup insisté sur le plaisir, mais je sais que Fred y est aussi dessus avec Alan et je pense qu'il faut qu'on soit quand même dans ça. C'était peut-être pour les dédouaner un peu d'une certaine pression au début. Tout à fait. Voilà, je pense qu'ils avaient... Pour les mettre dans un confort moral peut-être. Somme toute, ce groupe-là, il avait un peu la pression. Parce qu'en plus dedans, et vous le savez, il y a des joueurs qui s'entraînent régulièrement avec l'équipe 1 depuis plus d'1 an. Et donc aujourd'hui, on commence à dire, bon, quand tu joues en junior, il faut quand même qu'on voit une certaine différence. Ce qu'on a vu quand même. Nos cadres, dimanche, ils sont descendus du car, il n'y a pas de problème. Ils étaient au rendez-vous et justement, ils ont drivé les nouveaux. Les moments plus compliqués. Voilà. Il y a eu des moments compliqués, mais dans les moments compliqués, les joueurs qu'on attendait, ils ont été au rendez-vous, donc ça c'est super. Et je trouve que eux, particulièrement dans leur attitude, ils ont tout compris de ce qu'on attend d'eux. Oui, il faut se montrer, parce qu'ils sont quand même là pour se montrer par rapport à ceux qui vivent dans le groupe élite, mais il faut qu'ils soient respectueux d'une part et vraiment dans une dynamique positive pour accompagner les autres vers le haut niveau. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Et j'entends encore les mots de Lucas Rodriguez, pour ne citer que lui à la fin, parler au groupe en disant bien, vous voyez bien, quand à un moment ça ne va pas, eh bien, il ne faut pas se chercher les excuses, il faut juste qu'on se remette tous dans la même direction, qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de faire. Et vous avez vite vu qu'en 10 minutes, entre guillemets, on a réglé le problème qu'on avait. Ouais. Et c'est vraiment ce qu'on a vu. Et ça, je crois que c'est de bon augure. Et c'est un excellent état d'esprit pour demain.
Michel, faute d'un effectif suffisant, donc Villeneuve-Minervois est obligé de mettre la clé sous la porte. Est-ce que ça vous a permis, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont venus chez vous pas Et oui, il y a quelques joueurs évidemment qui sont venus surtout renforcer notre équipe réserve. Voilà, puisqu'ils évoluaient dans la même. Enfin, ils étaient programmés pour évoluer ensemble. Hein. Oui, non, mais enfin, je tiens à déplorer quand même cette perte-là. Ça fait jamais plaisir de perdre une équipe, surtout du côté de Villeneuve-Minervois où toutes les structures ont été mises en place depuis maintenant 2-3 ans. Un stade flambant neuf, une réception. Voilà, c'est un peu dommage. Souhaitons que dès l'année prochaine, cette équipe renaisse. Comment vous opérez pour le recrutement là? Ça se passe comment? Est-ce que les gens se proposent? Est-ce que vous démarchez? Certains se proposent, puis enfin, surtout pour l'équipe réserve, c'est le copinage, oui, c'est clair. Oui, voilà. Même avec nos voisins qui existent d'à côté, Conques, Pesès, Villemoussoussou, ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a quelques joueurs qui ont pris qui jouent sur le tableau. Qui ont pris la double licence et c'est tant mieux, ça se passe très bien. Voilà, mais en même temps, on ne les aura pas tout le temps parce qu'aussi ils ont 2 équipes. Alors, on ne compte pas sur eux pour ce début de saison. Et pour l'élite 2, là, il faut dire que c'est plutôt l'entraîneur Vincent Anderson qui a ses relais. Hein. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est précieux, ça, quand même. Voilà. C'est surtout lui qui le gère avec Ludovic Gambier. Avec Luc Franco, notamment, vous avez réalisé la bonne pioche de l'été, je crois. Hein, mais voilà, c'est une confirmation. On connaissait déjà le joueur, hein, il n'est plus à présenter. Voilà, il faut qu'il prenne ses marques. Et pour lui, ça s'est passé comment, justement? C'est lui qui est venu vous voir ou... Celui-là, bon, je ne peux pas dire plus. D'accord. Non, mais je pense qu'il va vite trouver ses marques. C'est un garçon charmant. Hein. Voilà. Dès le premier match, on a vu qu'il était au-dessus. Dimanche dernier, il a confirmé. C'est justement ses coéquipiers qui peut-être n'ont pas tous été à la hauteur, mais c'est vrai que c'est un meneur d'homme. En élite 2, il va nous faire le plus grand bien. Ouais. Et quelles sont vos sources de ressources, j'allais dire. Mon source de revenus. Parce que je comprends quand même, c'est une entité qui regroupe 2 villages, mais enfin, on connaît les limites de... Il y a quelques petites subventions de 2 villages, mais c'est pas avec cela, voilà, c'est pas avec cela qu'on fait un budget. On a pas mal de partenaires, hein, c'est vrai. Il y en a certains, même j'en vois quelques-uns qui sont affichés là et qui nous aident aussi. Je les en remercie. Il y a pas mal d'animations aussi. Ensuite, il y a même beaucoup d'animations, mais on compte beaucoup là-dessus, hein, sur les lotos, sur les vides-greniers, sur une ou 2 soirées qu'on va faire, une soirée annuelle qu'on faisait, peut-être on en fera 2. Voilà, les gens ont pris l'habitude, ils viennent au rendez-vous et ils nous soutiennent. On n'a pas été trop pénalisé la saison passée compte tenu du contexte. Mais si, évidemment, mais bon, on n'avait pas de frais non plus. Hein. Donc voilà. On repart. J'avais quelques doutes quant à la reprise, surtout au niveau dirigeant. Hein, je me suis dit, les gens sont allés voir ailleurs, peut-être qu'ils ne voudront pas revenir. Et en fait, ça a été, c'est pas l'inverse, mais il y a d'autres dirigeants qui sont arrivés, d'autres personnes. Les gens en avaient besoin aussi, je crois. Je pense aussi, oui, je pense. De vivre quelque chose d'un peu plus heureux. Voilà, c'est reparti. Clément, donc pour votre grande première, c'était ce week-end du côté d'Avignon, vous avez été vraiment performant, puisque d'ailleurs vous faites partie de l'équipe de la semaine de nos confrères de l'Indépendant. Hein. Donc vous avez une intégration assez rapide quand même, parce que bon, nouveau club, nouveau partenaire, c'est jamais très facile. Oui, et apparemment ça s'est pas mal passé, quoi. Je tiens à remercier à tous mes coéquipiers, ils m'ont super bien intégré, c'était vraiment facile de jouer avec eux, c'est eux qui m'ont poussé pour que je fasse une bonne performance, c'est toute l'équipe qui a fait une bonne performance. C'était agréable, très agréable de jouer avec eux et ils m'ont bien aidé, ils m'ont bien mis sur la voie, que ce soit toute l'intersaison, donc c'était pas compliqué à jouer. Vous êtes fondu à le moule immédiatement. Exactement. Et vous qui venez de l'environnement professionnel à Toulouse, là, comment jugez-vous justement les structures de Carcassonne 13 maintenant que vous avez un peu fait le tour à la maison, j'allais dire? Et il manque encore quelques structures de professionnelles, comme une salle de muscu peut-être. Mais après, je trouve on en parlait, non, de ça, Jean-François. Je trouve que globalement, quand même, c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Et forcément, il y a toujours des petits points à régler ou choses comme ça, mais un club se construit petit à petit et je trouve que Carcassonne, depuis quelques années, se construit petit à petit, progresse chaque année.
Et c'est comme ça que vous allez atteindre le professionnalisme, comment on va l'atteindre. C'est petit à petit, c'est jour après jour. C'est comme ça qu'a commencé Toulouse aussi, finalement. Voilà, c'est comme ça qu'a commencé Toulouse. Moi, j'ai connu avec d'autres Toulouse. moyens peut-être, parce que c'est une plus grande ville, en fait, il y a peut-être d'autres. Non, honnêtement, au début, c'était pareil. On valdinguait de salle en salle, on ne voulait pas trop, jusqu'à ce qu'on ait notre salle de muscu il y a 3-4 ans. C'était un peu compliqué, on allait à droite, à gauche, mais les gens ne voulaient pas tellement, parce qu'on était un gros groupe. Et voilà, tout s'est construit petit à petit. Et c'est comme ça que se construit un club pour devenir professionnel. C'est pas du jour au lendemain où on va en arriver là, quoi. Pour revenir au match Avignon, là, comment vous l'avez vécu ce match là, au niveau de votre équipe? Justement, Jean-François faisait tout à l'heure allusion qu'il y avait une petite baisse de régime qui avait permis à Avignon de revenir, tout ça. Oui, oui. Est-ce que vous avez senti quand même une force dans cette équipe? Est-ce que vous êtes senti enneigé à un moment donné? Honnêtement, non. C'est vraiment ça qui a fait la chose, c'est que moi je me suis trouvé qu'on était une équipe sereine, malgré qu'on a fait beaucoup de fautes, on a défendu, on a été dur, même quand à la mi-temps il y avait 12-12, on était serein, on a fait des fautes, mais une fois qu'on a mis notre jeu en place, voilà, une fois qu'on a mis notre jeu en place, il n'y a pas de souci. C'est juste de régler ces petites fautes, ces petits détails, et une fois qu'on aura réglé ça, on va vraiment être très compétitif. Pour rebondir dessus, Jean-François, justement, c'est ça qui vous a embêté sur ce match? Il y avait quelque chose qui vous avait dérangé? Ce serait quoi? Il y a quelque chose qui m'a dérangé, mais je ne vais pas en parler. Non, oui, ben voilà, on est toujours un peu contrarié quand il y a pas assez de continuité dans le jeu. On a juste senti vraiment une équipe qui est quand même en rodage encore. Donc à des moments on sent une grosse capacité à accélérer ou une grosse capacité à pouvoir vraiment mettre l'adversaire sous pression. Et puis il manque juste les 7-8 minutes qui s'enchaînent et qui font que tout fait sauter. Et c'est un peu ce qu'on a vu dans la seconde mi-temps. On a eu ce temps-là, il y a eu 6-7 minutes vraiment enchaînées excellentes, il y a 3 essais à la clé. Donc on marque 3 fois coup sur coup. Le dernier essai d'Avignon, il est véritablement anecdotique par rapport au déroulé du match. Donc ça c'est plutôt très bien, mais c'est ce que dit Clément, il n'y a aucun... Voilà, non seulement il n'y a pas le feu au lac, mais tout est logique en fait. On n'a pas fait de match avant. Je suis déjà certain que le week-end prochain, on sera encore mieux. On aura eu une semaine encore de travail. On aura eu, et on en voit déjà tous les bienfaits, on a Gérard Bassetto aujourd'hui qui fait un travail vraiment quasi professionnel sur la vidéo. Ça va aider les joueurs, c'est certain, dans le temps là, pour la préparation d'Albi. On a un nouveau joueur qui est arrivé lundi aussi, donc c'est bien puisque ça laisse 2 semaines pleines aussi pour l'intégrer complètement dans l'équipe. Il n'en manque plus qu'un. Voilà, il n'en manquera plus qu'un, donc je pense que tous les voyants sont au vert, tout ce qui se passe est finalement relativement normal. Ce qui est intéressant, c'est quand même d'avoir tiré les marrons du feu, parce qu'on a beau dire, on a beau faire, on perdait à Avignon, c'était pas grave, mais quand on gagne, c'est quand même mieux. Donc il ne faut pas non plus se mentir non plus. Voilà, on aurait perdu, moi le premier je vous aurais dit c'est pas grave, on va se rattraper. Je préfère qu'on reçoive Albi avec déjà une victoire au compteur et qu'on se projette. C'est toujours plus simple. C'est comme les camarades d'à côté. On peut t'expliquer ce qu'on veut, c'est jamais grave de perdre en trègue, mais d'y gagner c'est mieux. Au bilan, eh ben, tu fais une perf le week-end d'après contre une équipe qui est aussi grosse. D'ailleurs, on va revenir sur les camarades d'à côté qui ont jusqu'à maintenant donc 2 victoires à leur actif, que ce soit l'équipe 1 ou l'équipe réserve. Est-ce que vous attendiez un début de saison aussi performant? Non, sincèrement non. Compte tenu, vous nous avez dit qu'il y avait un peu de retard pas mal de retard, oui, préparation. Il y en a qui sont arrivés sans préparation, même. Donc voilà, ça a été pas évident, comme l'a dit Jean-François. Nous, on a pu faire quand même un match de préparation à Toulouse, l'équipe Élite 1. Ouais. Bon, on a perdu, mais c'est vrai, c'est logique. C'est une équipe qui joue bien plus vite. Et nous avions été confrontés aussi à l'équipe junior ce jour-là. On avait fait 3 tiers-temps, donc et une très belle équipe junior sur Toulouse, qui nous a posé pas mal de problèmes. Et c'est tant mieux, voilà, c'est la renaissance de Toulouse, tant mieux pour eux, qui continuent comme ça. Maintenant, pour en revenir au Varl, eh bien, satisfait évidemment. Il faut bosser, c'est vrai, mais il y a de grosses échéances qui vont arriver parce qu'il y a de très très grosses équipes. Voilà. Et quels objectifs vous pouvez avoir là
très honnêtement. En début de saison, bon, c'est difficile, comme vous disiez. Hein. Mais bon, vous avez quand même un potentiel joueur qui est intéressant. Un potentiel, il ne faut pas se mentir non plus, comme ils disent. Non, c'est vrai. Un potentiel joueur un peu vieillissant quand même. Il faudra penser à... Oui. On y a pensé, c'est vrai. Donc, puisqu'il y en a un autre qui va nous rejoindre, un autre néo, je ne sais pas s'il est néo, je ne me rappelle plus. Ika Constantine. Samoa. Qui est Samoa, hein, voilà. Mais bon, c'est pas un des plus jeunes, je pense pas. Oui, mais il peut nous faire du bien. Ouais, 33. Voilà. Puis un autre qui doit arriver dans un mois à peu près. Voilà, on se structure là-dessus. On veut évidemment arriver. Quand on a goûté aux phases finales, donc on veut y revenir. Hein, c'est clair. Mais le VAR a surtout eu pas mal de résultats aussi en Coupe de France. Alors oui, là aussi, on espère, voilà, avec un tirage assez clément. Voilà. Et en Coupe de France, votre équipe réserve monte à Paris, non? Voilà, samedi, nous montons. Ça, c'est un cadeau. Voilà. Ben, nous avons 3 minibus et voilà, ils s'en vont à Paris. Enfin, on va à Paris samedi. Clément, quel regard vous portez sur l'ascension, j'allais dire, de Toulouse 13, puisque c'est un club que vous connaissez parfaitement? Est-ce que vous imaginiez que ça arriverait aussitôt? Enfin, c'est qu'il y a longtemps qu'ils sont dans l'antichambre et que ça pouvait se faire, mais bon, là, c'est la consécration suprême. Oui, ben, je pense, cette année, c'était l'année ou jamais, je pense. Ils avaient recruté ils avaient l'équipe pour, tout était fait pour qu'ils montent et ils l'ont fait. Ils étaient vraiment ultra dominateurs tout au long de la saison. Il n'y avait rien à dire cette année. Ils montent, ils ont l'équipe, ils ont les joueurs. Il y avait tout qui faisait que c'était cette année. Ça fait des années maintenant qu'ils se construisaient, c'était la 5e année qu'ils étaient en championship. À un moment donné aussi, il fallait monter, c'était leur objectif. Ils avaient construit l'équipe pour, et voilà, maintenant ils y sont, et c'est magnifique pour le rugby à 13 français. Maintenant il faut savoir, il faut que tout le bassin toulousain se développe autour, et que ça pousse tout le monde, voilà, pour avoir une équipe, pour avoir des équipes compétitives autour, dans le bassin toulousain, que ça mène même dans l'élite française, que ça mène à un championnat professionnel. Oui, et puis déjà, c'est bien qu'il y ait deux équipes en Super League. Bon. Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde de l'autre côté de la Manche, mais bon, il faut bien qu'il s'y fasse. Il faut bien qu'il s'y fasse. À un moment donné aussi, s'ils veulent qu'une équipe française compétitive, d'avoir 2 équipes françaises en Super League, voilà, ça pousse pour. Et il faut qu'ils voient un peu plus à long terme. Et si eux aussi veulent peut-être être champions du monde, les Anglais, d'ici quelques années, et bien ça passe par aussi une concurrence avec l'équipe de France, avoir des test matchs régulièrement, comme le font l'Australie et la Nouvelle-Zélande, avec les Tongiens. Ils ont intégré une équipe. Ils viennent plus trop par ici, effectivement. Voilà. Il faut qu'ils cherchent un peu plus loin que leur bout du nez, quoi. Jean-François, puisqu'on évoque l'équipe de France, qu'est-ce que vous pensez de la présélection arrêtée par Laurent Fressinus? Elle est extrêmement logique. Les deux clubs qui ont joué le plus. Elle est extrêmement logique. Et Escarré en plus, bon. C'est difficile de dire qu'on va jouer les Anglais dans la version qui nous est proposée, en intégrant dès ce premier test des joueurs de l'équipe, des joueurs élites. On est tous conscients que nos joueurs élites, et vous savez, je milite pour ça assez. J'espère bien que beaucoup de joueurs élites seront de nouveau dans les papiers de l'équipe de France, et je sais qu'ils y sont en plus dans les papiers de Laurent Fressinus. Mais là, il y avait un phénomène un petit peu d'urgence, quoi. Et puis il y a aussi quelque part une bonne temporalité. On a les 2 équipes de Super League qui ont brillé cette année, toute la saison. C'est bien qu'on arrive à mettre tous les joueurs de ces 2 équipes face aux Anglais, même s'il y a quelques absents et blessés qu'on comprend. Et il restait Morgan, donc, et il manque Théophage, qui aurait été évidemment plus que le bienvenu dans cette sélection-là. Pour autant, la sélection est logique. Je sais que Laurent a appelé plusieurs joueurs élites depuis plusieurs semaines, non pas pour se justifier, parce qu'en tant qu'équipe de France, il ne va pas se justifier, mais pour bien dire que, attention, voilà, il n'y a aucun signe mauvais qui est envoyé, il y a juste une logique actuelle. On ne peut pas clairement faire. Les premières préparations s'étaient faites à base de joueurs d'élite. Les 2 rassemblements qu'il y avait eu. Et j'espère bien, et puis c'est mon rôle aussi, de bien continuer à motiver les garçons de Carcassonne 13, parce que l'enjeu, pour moi, c'est toujours l'équipe de France. L'enjeu, il est toujours là.
Et moi, je ne pense pas qu'on puisse gagner les titres si on n'a pas des joueurs qui sont du niveau international. Et le recrutement de Clément, pour nous, moi, avant tout, c'est un international que je recrute. Donc, on va y venir. Quand on me dit, oui, il s'intègre facilement, attendez, les copains, désolé, mais c'est international. Moi, les gens que j'ai vus passer dans les équipes de France, quand on dit quelque chose, ils savent le faire. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils sont en équipe de France. C'est pas que le hasard. Hein, c'est pas que le hasard. Hein. Quelle ambition on peut nourrir sur ce match pour l'équipe de France? Ben après, je pense il faudra que la mayonnaise prenne. Hein. Pour moi, ça quand même préfigure quelque chose qui va dépasser notre équipe à nous. Clément l'a un peu évoqué, vous l'avez évoqué aussi. Les Anglais, il va falloir qu'ils réfléchissent un petit peu autrement que ce qu'ils l'ont fait. Aujourd'hui, la vieille Europe, si elle ne veut pas jouer entre elles, elle est cuite. Hein. Oui, il est clair que l'hémisphère sud n'a plus besoin de nous, absolument plus. Les Australiens, pendant un moment, la tournée en Angleterre, elle était super importante parce qu'on venait se jauger au rugby européen, on ne savait pas trop. Aujourd'hui, c'est plus qu'une émergence. Hein. Oui, la réalité du monde ne les a pas dérangés. Non, puis la réalité aujourd'hui du rugby au Tonga, au Samoa, au Fidji, la réalité de la NRL qui accueille un nombre très important, majoritaire aujourd'hui. Hein. La majorité des joueurs sont des Iliens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Tonga, Samoa, Fidji peuvent être extrêmement compétitifs. Quand je dis compétitifs, c'est-à-dire que leurs équipes sont composées à 99% de joueurs de NRL. En clair, les Australiens, pour leur galop d'essai, ils n'ont plus besoin de faire 40 000 km, c'est clair. Et nous, dans l'autre sens, si un jour on veut aller les chercher, ben, soit on y va toutes les semaines, et ça vous avez compris que financièrement parlant, y compris les Anglais, ils ne seront pas disposés à aller jouer souvent dans l'hémisphère sud, ou alors on fait des sélections qui ont du sens, Écosse, Irlande, on a vu ces sélections progresser, puisqu'il y a aussi beaucoup de joueurs de Super League qui y sont, des clubs français qui montent leur niveau, et les Anglais, parce que les Anglais qui nous ont distancés de beaucoup il y a quelques années, le résultat en Coupe du Monde, pour moi, c'est le niveau le plus haut où on a vu les Anglais jouer au rugby. Perdre une finale 6-0 contre l'Australie, je ne suis pas certain que dans les 10 ans qui viennent, on retrouve un écart aussi faible. Donc, j'ai lu ce matin que le chef du rugby anglais dit je vais travailler à un championnat, à des matchs internationaux avec les Français. Il est juste gentil, mais en fait, il n'a pas le choix. Donc, effectivement, pour nous, c'est peut-être le bon moment de construire une équipe de France qui va avoir des matchs intéressants, qui va jouer souvent et qui va forcément progresser. Il est évident que l'arrivée de Toulouse, ça va forcément avoir un aspect positif. Hein. Plus on aura de joueurs français qui côtoient le haut niveau à l'entraînement et en compétition, et plus on aura une équipe de France forte, c'est évident. Michel, le Var, c'est une équipe de rugby, mais c'est aussi une grande famille qui prend plaisir à se retrouver, je crois, parce qu'il y a une bonne convivialité. Mais ce sont les bases. Le rugby, c'est un collectif, mais au niveau dirigeant, supporters, tout ça, il y a une osmose qui est généreuse. Plus d'une décennie qu'on se retrouve les mêmes dirigeants. Hein. Les joueurs, évidemment, changent. Quoique certains sont restés depuis un moment, là maintenant sont bien dans la maison. Mais s'il n'y a pas une ambiance, s'il n'y a pas le plaisir de se retrouver après le match, c'est ce qu'on faisait avant et qu'on continue de faire, de boire une bière ou deux ensemble, voilà, et de partager quelques repas, évidemment, avec les familles, avec les femmes, avec les enfants, c'est très important. J'ai vu que le club venait d'enregistrer le retour de Jean-Paul Marquet en qualité de dirigeant, lui aussi il est passé de l'autre côté de la barrière. Hein. Un bel exemple de fidélité quand même envers ce club. Ben, Jean-Paul Marquet, c'est... Parce que c'est chez vous qu'il a fini sa carrière, je pense. Hein. Oui, c'est vrai, au Cabardès, ça s'appelait le Cabardès. Mais Jean-Paul Marquet, c'est un ami de quelques années, quelques décennies, puisqu'on a joué ensemble à Limoux. Il était encore junior quand j'étais là-bas. Et on ne s'est jamais été séparés. Voilà. Et ça faisait quelques années qu'il souhaitait intégrer un club. Je lui en ai fait la proposition, et là maintenant ça fait 3 ans qu'il nous a rejoints. Et merci d'être venu, Jean-Paul. Clément, vous avez déjà goûté à l'équipe de France, vous? Oui. Ouais. Je pense que vous avez encore envie. Oui. Voilà, vous n'étiez pas des premiers rassemblements, non, des joueurs d'élite? Non, j'ai... Vous aviez une discussion avec Laurent Fressinus? Non, après c'était une suite logique. J'ai une seconde moitié de saison de dernière qui a pas été en stand-by. Voilà, qui n'a pas été performante, donc c'était une suite logique que je n'étais pas au rassemblement.
La Coupe du Monde, ça reste donc un objectif solide. Oui, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous pensez du groupe, vous, qui affronte l'Angleterre? Ouais, je rejoins Ça Jean-François. correspond, Je rejoins Jean-François. Il y a rien à dire. Les joueurs français ont été performants cette année en Super League ou en Championship. Il y a rien à dire. C'est une belle équipe quand même qui est là. Il y a de beaux joueurs. Tous les joueurs de Toulouse sont présents. Ils ont fait une bonne saison. Ils montent en Super League. Les joueurs français les Dragons qui sont présents. Il y en a beaucoup qui ont joué aussi et qui étaient performants. Qui sont dans l'antichambre, vraiment. Voilà, honnêtement, il n'y a rien à dire. Le groupe est très bien et je pense que c'était le groupe qu'il fallait faire. Il n'y a personne à enlever, il n'y a personne à rajouter, malgré les blessés. Mais c'est ça, c'est les joueurs les plus performants du moment qui ont été sélectionnés. Eh bien écoutez, ce sera donc le mot de la fin. Merci messieurs pour votre participation. Et à vous tous, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, aux mêmes horaires, donc jeudi 18h, en direct pour une nouvelle aventure en jaune et noir. Bonsoir à tous. Bonsoir.